Voilà. Je vous montre ici une comète, c'est la comète Erasmus qui est visible en ce moment. Donc ça, c'est des photos, c'est des images amateurs en fait qui montrent cette image. Donc voilà, c'est partie des comètes qui passent dans le système solaire et qui sont visibles un certain temps et qui se rapprochent du Soleil et qui donc deviennent encore plus visibles, hein, comme on l'avait raconté sur les comètes, parce qu'elles sont chauffées par le Soleil et que l'eau à l'intérieur, la glace d'eau entre en ébullition. Et donc elles sont visibles quelques temps et puis après elles deviennent invisibles pendant un temps plus ou moins long, dépendant de leur orbite. Voilà, et là, donc, vous avez une petite animation qui vous montre le déplacement de la comète par rapport aux étoiles. Donc ça, c'est plusieurs images prises bout à bout. Vous voyez sur la droite des satellites qui sont pris en photo lorsqu'ils passent. Là. Et voilà, donc ça, c'est des images prises par un amateur de cette comète. Voilà, donc je ne vais pas repartir sur les comètes, je vous en ai déjà parlé. Donc maintenant, on repart sur... la semaine dernière, on avait fini par la Voie lactée, par les galaxies. Aujourd'hui, on va parler de nébuleuses. Alors, qu'est-ce que c'est que des nébuleuses? En fait, nébuleuses, comme le terme l'indique, sont des objets nébuleux, c'est-à-dire des objets qui, dans le ciel, apparaissaient comme des petites taches floues. Et, eh bien, on va dire jusqu'au XVIIe siècle, on les voyait à l'œil nu. À partir du XVIIe siècle, on a commencé à les voir à la lunette, puis au télescope. Et donc, ça pouvait être beaucoup de choses différentes, puisque des nébuleuses, en fait, au départ, hein, c'était un terme qui était très générique et qui pouvait à la fois signifier les galaxies ou des comètes ou des nébuleuses de ce type-là, que je vous montre là, qu'aujourd'hui on appelle nébuleuses interstellaires et qui sont en fait des nuages de gaz, de poussière. Et là, ce que je vous montre, c'est la nébuleuse d'Orion, qui est une nébuleuse qui est très connue et dont certains de vos camarades vont reparler tout à l'heure. En tout cas, ils vont parler d'Orion. Cette nébuleuse donc, qui se trouve dans la constellation de Orion est un endroit où naissent des étoiles. Alors comme ça, on a presque l'impression que c'est un tableau de mètres. Il s'agit bien d'une image hein, prise avec un grand télescope. Et cette image-là vous montre des volutes de nuages de gaz et de poussière. Donc le gaz, c'est principalement des atomes d'hydrogène, d'hélium, carbone, azote, oxygène. Et la poussière est constituée de molécules qui sont plus ou moins complexes, parce que dans le milieu interstellaire, en fait, vous pouvez forger des molécules avec les atomes qui vont se rapprocher les uns des autres. Et il y a de la chimie moléculaire qui est assez complexe dans le milieu interstellaire. Donc, dans ce type de nébuleuse-là, en fait, des étoiles vont se former. Une nébuleuse comme Orion, on peut former plusieurs dizaines de milliers d'étoiles. C'est très, très grand, très massif. Ce qui est assez étonnant, c'est que là, on a l'impression d'une nébuleuse très, très visible, très brillante. En fait, si vous passiez à l'intérieur, vous ne la verriez pas. Vous la traverseriez complètement sans vous en rendre compte, parce qu'en fait, la densité est en moyenne très faible. En moyenne, la densité est, on va dire, de quelques dizaines de particules par centimètre cube. Donc, c'est à comparer au nombre d'Avogadro, qui est plutôt 10 puissance 21 particules par centimètre cube. Donc, vous voyez que c'est vraiment beaucoup d'ordres de grandeur différents. Donc là, on a l'impression de la voir très très belle, très très lumineuse, colorée, mais c'est parce qu'on est très loin, on est en dehors, et les étoiles l'illuminent et provoquent ces différentes couleurs. En fait, si vous étiez loin, enfin en étant loin, on voit ça, mais si vous étiez en train de la traverser, très proche de cette nébuleuse, eh bien, encore une fois, vous la traverseriez, vous verriez quelques étoiles, des choses comme ça, mais c'est tout, vous ne verriez pas d'autres nébuleuses. Donc voilà, c'est un objet qui est très beau et en fait, donc le gaz à l'intérieur va va se répartir avec des petites poches plus ou moins denses, et ce sont dans ces poches denses que vont naître les étoiles. Donc là, je vous montre un autre exemple qui est justement un exemple où les étoiles sont en train de naître.
Et ce que vous voyez ici, en fait, c'est ce qu'on appelle les piliers de la création. C'est un terme un petit peu pompeux pour en fait tout simplement dire qu'il y a des étoiles à l'intérieur qui sont en train de naître. Donc là, c'est comme si vous aviez à l'intérieur d'un Vénus d'Orion, vous avez des endroits où la matière est plus dense. Et par exemple, ici, vous avez des étoiles. Donc au bout de ces doigts, hein, vous voyez ici, vous avez des étoiles qui sont en train de naître. Donc ce n'est pas encore des étoiles, c'est ce qu'on appelle des proto-étoiles. La matière est en train de s'accumuler à tel point qu'à un moment donné, vous avez il y a tellement de densité, tellement de pression qu'il y a des réactions très énergétiques qui vont se produire, qui sont en fait des réactions thermonucléaires. Donc en fait, vous avez de l'hydrogène qui va se transformer en hélium. C'est une réaction très énergétique. Il suffit de très peu de matière pour produire beaucoup d'énergie. Donc ça, c'est les piliers de la création. Donc, en fait, peu à peu, la matière qui est au bout là, va former des étoiles et tout le reste va disparaître parce que ce n'est pas assez dense. Et donc, ça va être dilué dans l'espace interstellaire par le flux, par les photons à cause des photons d'autres étoiles qui sont plus énergétiques et qui vont disperser cette matière. Et voilà ici un autre exemple à une autre phase. En fait, vous avez ici une étoile qui est en train de naître. Et en fait, la matière tourne autour de cette étoile en train de naître et ça forme ce qu'on appelle, vous avez l'étoile qui tire, ça forme un disque d'accrétion. Et de part en part de ce disque d'accrétion, vous avez des jets qui partent dans l'univers interstellaire et qui rentrent même en collision avec l'univers interstellaire. Et c'est cette petite onde de choc que vous voyez ici. Vous voyez ici ce bras, encore une fois, ce pilier de la création, entre guillemets, avec l'étoile, la proto-étoile qui est en train de naître. Et ici, vous avez cette partie qui devient de plus en plus mince, vous voyez, par rapport à cette partie-là. Là, c'est encore assez épais. Là, c'est très, très mince. Ben, ça va disparaître peu à peu pour laisser place à cette étoile qui est ici. Voilà, donc ça, c'est à gauche, là, c'est la nébuleuse de l'Aigle. Et ça a été pris en photo par le Hubble Space Telescope. Télescope spatial de Hubble. Donc ça, c'est Maintenant, je vous montre un amas qu'on appelle amas ouvert, qui est en fait un endroit où sont nées déjà des étoiles. Et donc là, vous voyez, ce qui est intéressant dans cette image, c'est que vous voyez à la fois la nébuleuse à l'intérieur de laquelle naissent ces étoiles, et juste à côté, ici, vous avez des étoiles qui sont déjà nées. Et ce qu'on appelle un amas ouvert, parce qu'en fait, les étoiles sont liées gravitationnellement, mais c'est quand même assez distant, ce qui fait qu'il y a des étoiles qui vont partir peu à peu. L'amas ouvert va se disperser peu à peu. Et donc là, vous voyez les deux aspects. Vous voyez l'aspect filament où naissent les étoiles, et puis vous voyez l'aspect des étoiles qui sont déjà nées. Donc pour l'instant, là, elles sont toutes là, elles sont toutes rassemblées. Vous voyez qu'il y a quelques centaines d'étoiles, peut-être un millier d'étoiles qui sont nées dans cet endroit. Elles ont toutes à peu près, en gros, le même âge, hein, puisqu'elles sont nées du même nuage interstellaire, et puis elles vont se disperser. Eh bien, on pense que c'est comme ça que le Soleil est né à un moment donné. Il est né dans notre galaxie quelque part avec plusieurs autres étoiles, peut-être quelques centaines, voire plus. Et ensuite, il est parti de cet amas ouvert et ensuite il a suivi sa trajectoire dans la galaxie. Et aujourd'hui, il vit tout seul, ce qui est en fait pas le cas de la plupart des étoiles. La plupart des étoiles vivent en couple ou même en système multiple. Le Soleil, lui, vit plutôt une vie tranquille tout seul. Alors ça, c'est un amas ouvert et on appelle ça ouvert. On distingue en fait des amas globulaires qui, eux, vous voyez sur cette image, sont beaucoup plus concentrés. Et en fait, à la différence d'un amas ouvert, c'est que là, ils sont tellement, l'attraction gravitationnelle est tellement grande que les étoiles de cet amas globulaire, en fait, ne vont pas s'en échapper. Les étoiles vont rester dans cet amas pendant toute leur vie. Et ce qui fait que c'est intéressant à étudier parce que du coup, les amas globulaires contiennent des étoiles qui ont toutes le même âge. Elles sont nées en même temps, elles vont vivre, alors dépendant de leur masse, elles vont vivre plus ou moins longtemps. Les étoiles massives vivent moins longtemps que les étoiles de faible masse. Et puis ensuite, elles vont mourir.
Et donc, vous voyez, sur cet amas globulaire, ce qui est intéressant, c'est que vous avez des étoiles qui sont bleues, qui sont plutôt des étoiles massives et des étoiles jeunes, et vous avez des étoiles qui sont rouges, qui sont plutôt des étoiles de faible masse et qui sont donc plus vieilles. Donc, vous avez les différents types d'étoiles. Par contre, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont nées tout en même temps. Donc, on a vraiment l'âge de l'ensemble d'une population stellaire. C'est pour ça que les études d'amas globulaires sont très utiles. Et ces amas globulaires, on va les trouver plutôt dans la périphérie de notre galaxie, tout autour de notre galaxie. Et on pense qu'elles sont liées comme ça gravitationnellement grâce probablement à un trou noir de grande masse, hein, par exemple de l'ordre de 500 à 1000 fois la masse du Soleil, qui se trouverait au centre de cet amas globulaire. Donc ce sont de vieux objets qui vivent dans les pourtours de des galaxies. Voilà, là on fait un petit zoom sur cet amas globulaire. Vous voyez qu'il y a plein d'étoiles. Il peut y avoir plusieurs dizaines de milliers d'étoiles, beaucoup d'étoiles qui sont rassemblées les unes avec les autres dans cet amas globulaire. Donc ça, c'est voilà en quelques images, hein, un petit peu la naissance et la vie d'étoiles. Ensuite, donc, les étoiles de la masse du Soleil, par exemple, vont vivre, comme le Soleil, une dizaine de milliards d'années. Moins massif, ça vit plus longtemps. Plus massif, ça vit moins longtemps. Et puis, à un moment donné, les étoiles vont finir leur vie. Et elles finissent leur vie dans des explosions plus ou moins importantes, plus ou moins énergétiques. Et ces explosions, en fait, dépendent de leur masse. Donc, le Soleil, par exemple, qui en est actuellement à 4,55 milliards d'années, on pense qu'il lui reste encore à peu près 5 milliards d'années à vivre. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ces 5 milliards d'années? Eh bien, le Soleil va tout d'abord, en premier lieu, devenir une géante rouge, c'est-à-dire qu'il va grossir, sa température à la surface va baisser, elle va passer de 6000 à 3000 degrés, et donc comme il va grossir, eh bien, sa surface va englober la planète Mercure, probablement aussi la planète Vénus, et s'arrêter à peu près à ce niveau-là. Sur la Terre, évidemment, comme le Soleil sera plus gros et plus près, la surface plus proche, eh bien, il fera environ 400 degrés sur la Terre, probablement. Donc, il n'y aura plus d'océan du tout, il n'y aura plus d'eau liquide. La Terre deviendra une planète rocheuse, chaude, comme Mercure. Comme la surface de Mercure qui se trouve face au Soleil, il fait 450 degrés, ça sera à peu près pareil. Donc, plus de vie possible, évidemment. Donc le Soleil va rester une géante rouge comme ça pendant environ 1 milliard d'années, et c'est une phase où il va éjecter beaucoup de matière, et c'est ce type de matière que vous retrouvez ici dans ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire. Voilà. Alors, à la fin de cette phase de géante rouge, en fait, le Soleil n'a plus assez de carburant dans son cœur pour continuer à produire de l'énergie. Et donc, il va s'effondrer. Et donc, le cœur va s'effondrer en naine blanche. C'est ce qu'on voit ici, c'est cette étoile qu'on voit au milieu. Qu'est-ce que c'est qu'une naine blanche? C'est une étoile, en fait, où les atomes eux-mêmes ont été complètement comprimés, ce qui fait qu'il n'y a plus de vide. C'est comme si tout le vide qu'il y a entre les électrons et le noyau n'existe plus. Ils se sont collés. Donc, il n'y a plus de vide dans les atomes. Et donc, vous compactez à peu près la masse correspondant à la moitié du Soleil, 0,5 masse solaire. Vous compactez ça dans un volume terrestre. Or, je vous rappelle, le Soleil, c'est quand même 100 fois plus grand que la Terre. Il faut vraiment beaucoup compacter. Donc, c'est très, très lourd. Pour vous donner un ordre de grandeur, un centimètre cube de naine blanche, ça pèse à peu près 1 tonne. 1 tonne par centimètre cube. Donc, c'est vraiment très lourd. Ça, c'est une nébuleuse donc, planétaire. Là, je vous en montre un autre exemple. Ça, c'est la nébuleuse planétaire Helix, avec la naine blanche, vous voyez au milieu. C'est une image prise en infrarouge. Mais ça fait de jolies images. Toute la matière est répartie autour de l'étoile, est éjectée autour de l'étoile, et cette matière s'en va dans le milieu interstellaire. Alors, comme c'est de la matière qui a été fabriquée et synthétisée par l'étoile au cours de sa vie, c'est la matière qui est chargée en éléments lourds, en atomes lourds, donc typiquement en hélium, en carbone.
peut-être aussi un petit peu en azote, en oxygène pour les étoiles un peu plus massives. Et donc ces matériaux-là, ils vont être éjectés dans le milieu interstellaire et ils vont alimenter des nuages interstellaires qui par la suite vont se fragmenter et donner naissance à d'autres étoiles. C'est pour ça que parfois on dit qu'on est des poussières d'étoiles, parce que la matière qui compose notre planète, la Terre, mais aussi notre corps, la matière qui nous entoure, a été formée, synthétisée par des étoiles qui sont mortes, qui ont explosé avant que le Soleil ne naisse dans des nébuleuses interstellaires. Donc en fait, vos atomes, ils ont forcément plus que 4,55 milliards d'années. Vos atomes de carbone, les atomes d'hélium, les atomes d'azote, d'oxygène qui composent votre corps, de phosphore, de soufre, etc., ont forcément plus de 4,55 milliards d'années, puisqu'ils ont été forgés avant que le Soleil ne naisse, et donc avant que la Terre ne naisse. Alors ça, donc, c'est la mort d'étoiles de masse telles que le Soleil. Alors si maintenant on regarde un petit peu la vie d'étoiles plus massives, ça c'est une étoile, alors ça encore une fois c'est une image, hein, ce n'est pas une vue d'artiste, c'est une vraie image, une vraie photo prise sur une étoile qui vit actuellement dans notre galaxie, qui s'appelle Eta de la Carène, image prise par Hubble encore. Et cette étoile-là, en fait, est une étoile de grande masse, probablement de l'ordre d'une centaine de fois la masse du Soleil, donc une étoile très massive. Et c'est une étoile qui éjecte un vent très fort. C'est ce vent, cette impression de violence que vous voyez là autour de cette étoile, en fait, c'est tout simplement le vent éjecté par l'étoile. Donc toute la matière, il y a une grande partie de la matière part de cette étoile. Tellement d'ailleurs que l'étoile perd beaucoup de masse. Ce n'est pas du tout anecdotique, elle perd une grande partie de sa masse pendant qu'elle vit. Et on pense même que cette étoile, un jour, va donner naissance à ce qu'on appelle une supernova, c'est-à-dire une très grande explosion stellaire. Et à la fin de cette supernova apparaîtra au cœur soit une étoile à neutrons, soit un trou noir. Donc une étoile à neutrons, c'est une étoile où les protons et les électrons se sont rentrés dedans et ont donné naissance, ont forgé des neutrons. Et un trou noir, c'est un corps encore plus massif, où cette fois-ci, quand vous avez formé le trou noir, plus rien ne peut en sortir. Donc, la lumière ne peut pas en sortir. C'est pour ça qu'on l'appelle trou noir. Et ça, c'est le destin de la plupart des étoiles de grande masse, hein, de finir soit en étoile à neutrons, soit en trou noir. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Donc, parce que ça, c'est une étoile, ce que je vous montre là, c'est une étoile qui vit encore, qui est encore en train de vivre sa vie, on va dire, entre guillemets, normale. Mais que se passe-t-il pour, donc une fois que l'étoile a explosé? Eh bien, voici à quoi ça ressemble. Voici à quoi ressemble une étoile morte, littéralement. Là, on a en fait ce qu'on appelle les restes de supernova, c'est-à-dire ce qui reste après l'explosion d'étoiles. Après l'explosion d'étoiles qui a donné naissance à une étoile à neutrons ou à un trou noir, on a plein de matière comme ça qui se trouve autour, qui est répartie. Et cette fois-ci, c'est beaucoup plus violent que le phénomène de naine blanche. Et donc, vous avez une grande partie de la masse de l'étoile qui est disséminée dans le milieu interstellaire. Et ça, c'est un événement qui a été vu en 1006 par les Chinois. Alors, c'est une image Chandra, de satellite Chandra prise en rayons X, donc évidemment encore en 1006. Hein. Les Chinois en 1006 ont vu une étoile très brillante dans le ciel. Ils l'ont marqué sur leur tablette. Hein, et ils ont dit que l'étoile avait augmenté en luminosité. Elle était visible en plein jour pendant plusieurs mois. Imaginez, une étoile visible en plein jour. Ce n'est pas le Soleil, hein, ce n'est pas la Lune, c'est une étoile qui apparaît dans le ciel et qui est visible en plein jour. Et puis qui peu à peu, sa luminosité décroît. Donc ça, c'était en 1006, il y a maintenant 1000 ans. Et aujourd'hui, quand on regarde avec le satellite Chandra, voilà ce qu'on voit. On voit en fait les restes de cette explosion. En 1006, les Chinois ont vu une explosion en fait dans le ciel. Et bien aujourd'hui, 1000 ans plus tard, on voit toute cette matière qui est en train de se diluer, et cette dilution ne s'arrêtera jamais puisqu'il n'y a rien pour arrêter cette matière dans l'univers, dans le milieu interstellaire. Donc en fait, la seule chose qui peut la freiner, c'est si elle rencontre un milieu plus dense où à ce moment-là, elle va
perdre de l'énergie et surtout, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'elle va fournir de nouveaux atomes au milieu environnant. Voilà un autre exemple, ça c'est la supernova vue par Tycho Brahe dont je vous avais parlé, c'est celui qui observait les mouvements de Mars en particulier avec de grands instruments sur l'île de Vène. Donc ça c'est SN 1572, c'est la supernova vue en 1572 par Tycho Brahe. Et donc ça c'est une image encore une fois de Chandra. Et on sait que au milieu ici il y a une étoile à neutrons. Il y a une étoile à neutrons, c'est-à-dire une étoile fortement magnétisée qui se trouve au cœur, qui s'est formée après l'effondrement d'une étoile massive. Et là, vous voyez tous les volutes, et en fait, vous voyez encore une fois la violence de cette explosion, vous voyez tous les volutes de matière qui se trouvent éjectés comme ça, et qui vont, encore une fois, comme l'image précédente, hein, on voit la dilution là, de la matière peu à peu qui se fait dans l'espace environnant. Alors, donc ça, ce sont des vraies images, ce ne sont pas des vues d'artistes, ce sont des vraies images. Et maintenant, je vais vous montrer une petite animation qui vous montre un petit peu la violence de ce phénomène-là. Voici ici, voilà, c'est ça. Et après, je vais vous montrer l'image qui est associée à ça. Donc, j'ai enlevé le son parce qu'il y a du son, mais là, le son ne sert pas à grand-chose puisque dans l'espace, il n'y a pas de son. Voilà, c'est pour vous représenter l'image que ça pourrait faire si vous étiez à côté en train de regarder. Évidemment, il faut regarder en accéléré. Hein. Donc, vous avez vu d'abord l'explosion, et puis après, vous voyez cette matière qui est éjectée par l'étoile. Et à la fin, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit cet événement-là. Ça, c'est une vraie image. Cette fois-ci, ce n'est plus une animation. C'est une autre supernova vue par les Chinois, encore une fois, en 1054 cette fois-ci. Donc, ils en ont vu une en 1006 et une en 1054. Donc, si c'était vu par les Chinois, ça veut dire que ça devait aussi être vu dans tout l'hémisphère nord. Hein. Donc, en fait, on sait que ça a été aussi répertorié par les Arabes. Par contre, dans le monde occidental, on n'a aucune trace de cet événement-là. Donc, supernova vue en 1054 par les Chinois. Là, cette fois-ci, c'est une composite d'images avec Chandra et avec Hubble. Donc, Chandra, c'est satellite de rayons X, Hubble, télescope optique. Et donc là, vous voyez d'abord un petit point au milieu. Ça, c'est l'étoile à neutrons qui est au milieu, qui vient de se former. Autour, vous avez comme une toupie. Ça, c'est l'image en rayons X vue par Chandra. Et là, vous avez tous les volutes. Ça, c'est l'explosion qu'on voit dans le domaine visible avec Hubble. Donc là, on voit vraiment plusieurs choses. On voit la violence de ce qui se passe encore actuellement, alors qu'on est 1000 ans plus tard. On voit l'étoile à neutrons, en fait, qui est en train de tourner. Cette étoile à neutrons, on la détecte aussi en rayons X. Donc, c'est ce que vous voyez ici. On la détecte aussi dans différentes longueurs d'onde et on sait qu'il y a un rayonnement électromagnétique, en fait, il y a un champ magnétique qui est très fort associé à cette étoile. C'est une étoile à neutrons, donc une étoile fortement magnétisée quand elle même un pulsar. Donc vous avez l'étoile à neutrons qui est ici, vous avez de la matière qui est éjectée ici à des vitesses proches de la vitesse de la lumière, puis après vous avez cette nébuleuse qui tourne autour de l'étoile à neutrons ici, et après vous avez ce rémanent de supernova qui est en train de se diluer. Vous avez plusieurs choses tout autour là, qui sont en train de se produire autour de cet objet. Alors, j'ai une question, l'explosion peut durer combien de temps à peu près? Eh bien, en fait, l'explosion elle-même, c'est-à-dire le moment où l'étoile est en train de s'effondrer pour former une étoile à neutrons ou un trou noir, l'explosion elle-même ne dure pas longtemps, on va dire. L'effondrement dure en gros de l'ordre de la seconde, c'est très rapide. Après, par contre, l'explosion elle-même, si par explosion vous entendez le transfert d'énergie de toutes les couches vers l'extérieur, et ça va durer, ça peut durer de l'ordre, ça dépend un peu de la taille de l'étoile, mais ça va durer de l'ordre de la minute, ça peut être jusqu'à 1 heure. Et bien après, le fait que cette énergie, elle ne s'arrête pas comme ça, donc ça continue à se déployer
et il y a des collisions, il y a une onde de choc qui va se propager et qui va faire que la luminosité de l'étoile va augmenter, et on va la voir, l'étoile, je vous ai dit tout à l'heure, les Chinois en 1006, ils l'ont vue pendant plusieurs années. L'étoile, ils ont vu pendant plusieurs mois en plein jour, mais après, elle était aussi très visible en pleine nuit pendant plusieurs années. Donc une supernova, en fait, c'est une collision qui va durer très longtemps. Alors, l'énergie, évidemment, peu à peu diminue. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans les courbes quand on regarde les courbes de lumière. Mais en gros, voilà, l'effondrement dure de l'ordre de la seconde, mais après, l'onde de choc qui se propage au cœur de l'étoile, c'est de l'ordre entre la minute et l'heure. Et puis après, tout ce qui est collision avec l'univers interstellaire, le gros de l'explosion va durer, ça va se voir pendant quelques années. Mais vous voyez qu'encore aujourd'hui, là, on est en train de regarder avec le crabe une explosion qui s'est produite il y a 1000 ans. Donc en fait, on voit au centre, tout ce qu'on voit ici, ça se passe en ce moment. Donc ça veut dire que vous voyez cette énergie qui est très grande, avec encore de la matière qui est éjectée quasiment à la vitesse de la lumière, cette énergie-là, qui est extrême, se produit, elle est éjectée en ce moment. Elle est produite en ce moment. Donc en fait, ça veut dire que une fois que ça a commencé, un événement comme ça, il n'y a plus rien qui l'arrête. Seule la collision avec des milieux interstellaires plus denses va diminuer son énergie, et puis avec le temps, ça va se diluer. Mais ça va durer très longtemps. Donc là, je vous montre la même explosion vue en rayons X avec Chandra à gauche et dans le visible avec Hubble à droite. Donc ça, ce n'est pas une animation, ce sont de vraies images de télescope et prises bout à bout sur plusieurs années. Et vous voyez, bon, c'est en boucle, là vous voyez l'étoile à neutrons qui tourne ici, vous la voyez en rayons X et même en visible. Vous voyez ces volutes de matière qui partent ici de part et d'autre, et là vous voyez cette rotation comme une toupie. Vous avez vraiment la rotation de l'étoile à neutrons, de la matière qui part de l'étoile à neutrons, et autour, il y a de la matière comme sur un disque, si vous voulez, équatorial, qui est en train de tourner autour. Donc là, on voit très bien la toupie nord-sud avec les rayons X, mais qu'on retrouve aussi en fait avec Hubble. Donc, vous voyez que l'énergie associée est vraiment extrême, vraiment très importante. Et voilà ce qu'on a à la fin. Donc ça, c'est l'image uniquement dans le visible de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc si vous regardez, en fait, même avec un petit télescope, hein, on la voit assez facilement, la nébuleuse du crabe. Vous verrez une petite tache blanche. Si vous regardez avec un télescope plus gros, vous allez voir quelque chose comme ça, avec des volutes comme ça, qui sont partis de la nébuleuse, de l'étoile lors de l'explosion et qui se dirigent dans le milieu interstellaire. La dernière supernova proche qu'on a vue, elle date de 1987. C'est une supernova qu'on a vue dans l'une de nos galaxies satellites qui s'appelle le Grand Nuage de Magellan. Et là, vous voyez donc une image pendant la supernova et une image prise après. Donc, vous voyez que l'augmentation de luminosité est vraiment très, très grande. Et quand on regarde maintenant, on voit cette image de petit sablier. Alors, pourquoi on voit ce petit sablier? Alors ça, c'est une représentation, un peu comme une vue d'artiste, vous voulez, de ce qu'on voit. Là, vous avez l'étoile qui a explosé, qui a donné naissance soit à une étoile à neutrons, soit à un trou noir. Et là, vous avez des anneaux de matière qui ont été éjectés. En fait, c'est la matière qui a été éjectée par l'étoile. Et une partie de la matière a été éjectée avant que l'étoile ne s'effondre. Et donc, il y a une collision entre la matière éjectée lors de la supernova et la matière éjectée avant la supernova. Et c'est ça qui fait ces anneaux de matière ici. Donc, ces anneaux de matière, c'est ce que vous voyez dans l'image de droite. C'est le petit sablier que vous voyez. C'est ça. C'est le résultat de cette collision entre la matière qui avait été éjectée auparavant et la matière éjectée pendant la supernova. Et depuis 1604, en fait, on n'a pas vu de supernova dans notre galaxie, alors que normalement, on s'attend à peu près une par siècle. Donc là, il nous en manque 4, et on ne sait pas où elles sont, on ne sait pas si elles se sont produites, mais on ne les a pas vues, on ne sait pas. On a un gros doute là-dessus en tout cas, on a un déficit supernova dans notre galaxie.
Et voilà, maintenant je vais finir avec ça. Ça, c'est des découvertes donc, récentes, hein, puisque celle-là date de 2015. C'est la première détection par deux instruments qui s'appellent LIGO d'une onde gravitationnelle produite par deux trous noirs qui se sont rentrés dedans. Donc vous avez là deux trous noirs sur l'image de gauche qui sont en train de se tourner dedans, se tourner autour à des vitesses de plus en plus rapides. Ici à droite, vous avez l'image de cet interféromètre LIGO qui mesure 4 km de long avec deux bras perpendiculaires et qui en fait mesure la différence de longueur de chacun de ces bras lorsque vous avez une onde gravitationnelle qui va perturber en fait l'espace-temps. Donc là, on est vraiment dans la relativité générale prédite par Einstein en 1915 et détectée en 2015. Et là, vous voyez la fréquence associée au temps. Donc là, ça, c'est les deux détecteurs, un à Hanford, un à Livingston. Donc il y en a un dans l'État de Washington, un dans l'État de Louisiane. Et là, je vais mettre un peu fort. Vous entendez l'augmentation de fréquence lors de cet événement. Et en fait, ce que vous voyez, c'est que peu à peu, la fréquence augmente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les trous noirs se tournent de plus en plus vite, puis à un moment donné, ça s'arrête parce qu'ils ont fusionné. Donc, ce que vous écoutez là, en fait, c'est la danse finale des trous noirs l'un autour de l'autre. Et puis, à un moment donné, ils fusionnent, ils se rentrent dedans, et ça donne naissance à un gros trou noir, puisque les trous noirs pesaient à peu près, les trous noirs initiaux, les deux qui sont là, pèsent chacun une trentaine de masses solaires, et le final, le trou noir final, il va peser à peu près une soixantaine de masses solaires. Et dans la fusion, en fait, on perd de la masse. Cette perte de masse est en fait cette masse est convertie en énergie gravitationnelle, et c'est ça qui va faire trembler l'espace-temps sur des distances qui sont très grandes. Alors, ce tremblement d'espace-temps en 2015, vous ne l'avez pas senti. C'était en septembre, le 14 septembre 2015. Parce qu'en fait, la déformation de l'espace-temps, elle correspond à la taille d'un atome sur la distance Terre-Soleil. Elle correspond à la taille d'un noyau atomique sur le diamètre de la Terre. Elle correspond sur la longueur de ce bras de 4 km à une différence de taille de 1/10 millième de la taille du proton. Donc en fait, on mesure vraiment des changements de distance qui sont très très petits. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a fallu attendre en fait 100 ans après la prédiction par Einstein et surtout 50 ans après d'avoir commencé à imaginer une telle expérience. 50 ans avant de détecter quelque chose. Donc ça, c'est deux trous noirs qui fusionnent, qui donnent naissance à un plus gros trou noir. On a aussi vu deux étoiles à neutrons fusionnées qui ont donné naissance à, pour l'instant, on ne sait pas trop quoi. Donc là, vous avez les deux étoiles à neutrons avec les dipôles magnétiques là, qui sont en train de se tourner autour, qui fusionnent. Alors là, ce sont des vues d'artistes évidemment qui montrent comment, quelle vision on pourrait avoir de la fusion de ces étoiles à neutrons. Et puis après, vous avez cet événement ici. Alors l'avantage quand deux étoiles à neutrons fusionnent, c'est qu'on peut l'avoir avec pas seulement le rayonnement gravitationnel, mais d'autres rayonnements, en particulier avec de la lumière visible et de la lumière invisible, mais en tout cas de la lumière de photons. Donc là, vous avez la détection avec LIGO-Virgo, les ondes gravitationnelles, ici. Mais on l'a vu aussi, donc ensuite, on a repéré l'événement dans une galaxie, c'est ce qu'on voit ici, enfin, vous voyez dans chaque image. Là. Ça, c'est dans le rayonnement visible, mais vous le voyez aussi en radio et même en rayons X. Donc en fait, on le voit dans beaucoup de rayonnements différents, et en fait, cela nous montre que on peut aujourd'hui étudier un tel événement dans ce qu'on appelle l'astronomie multimessager, parce qu'on ne regarde pas seulement les photons, ce qu'on a fait jusqu'au début du XXIe siècle, on regarde aussi maintenant dans les ondes gravitationnelles, et en fait, depuis, on a aussi autre chose, une galaxie qui a été vue aussi avec des neutrinos,
Donc, on peut regarder vraiment dans avec différents messagers, ce qu'on appelle l'astronomie multi-messager. Eh bien, je vais m'arrêter là. La prochaine fois, je parlerai des galaxies. Je vais m'arrêter sur ces événements d'ondes gravitationnelles qui sont en fait voilà, très actuels, hein. Je vous ai dit, les trous noirs, c'était 2015. Et la première détection d'étoiles à neutrons, on était en 2017. Donc, ce sont vraiment des événements récents. Et aujourd'hui, il y a toute une astronomie multimessager qui est en train de se mettre en place pour essayer d'observer ces événements avec différents instruments. Juste pour vous donner des ordres de grandeur, aujourd'hui, on a détecté une cinquantaine d'événements comme ça de fusion de trous noirs, euh, quelques fusions d'étoiles à neutrons et peut-être même des fusions entre trous noirs et étoiles à neutrons. Donc, c'est un champ qui est en train de se développer à grande vitesse actuellement. Et je pense qu'il faut rester attentif aux découvertes qu'il va y avoir parce qu'il va encore y avoir beaucoup de découvertes très intéressantes dans ce domaine. Voilà donc pour les étoiles en résumé, hein. J'espère que ce n'était pas trop rapide. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là?